Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro est consacré au décryptage de ce qui s'annonce comme une guerre inévitable, une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Mes chers invités sont avec moi. Baran Diaye, Jemaat Taleb a dit quelque chose de très, très important dans la première partie de notre émission où il est revenu sur ce qu'on a observé il y a quelques mois entre l'Iran et Israël. Mais voici ce que vient de dire, de déclarer Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Nous allons frapper, je le cite, hein, nous allons frapper avec une force jamais vue si l'Iran faisait l'erreur d'attaquer Israël. C'est-à-dire que les Israéliens sont en train de dire, si les Américains attaquent l'Iran et en réponse, l'Iran considère qu'il faut aussi attaquer Israël, ils vont répondre avec une force qu'on n'aura jamais vue. Ça veut dire qu'en 6 mois, des choses se sont passées. Oui, effectivement. Ils ont fait un aggiornamento militaire de leur arsenal militaire qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de détruire, d'anéantir l'Iran. Alors, c'est ce que laisse croire Benjamin Netanyahou. On est habitué à ces déclarations aussi comme Trump. Alors, on sait bien que Netanyahou, c'est le bras armé de Trump. C'est un porte-avions des États-Unis et d'Israël, actuellement l'armée israélienne. On va se dire que Netanyahou est en position de faiblesse. C'est pour ça. Pensez-vous? Oui, je pense bien, et je vais dérouler, vous allez voir. Netanyahou avait vanté le dôme de fer comme 95% infaillible. L'Iran et ses missiles hypersoniques à portée 1500 km, ont montré les failles du dôme de fer. Et ils n'ont pas eu le temps de le réparer actuellement. Ces menaces vont dans le sens... S'il dit ça, s'il menace... S'il menace, alors que si on se remémore de la guerre des 12 jours, l'Iran avait détruit le centre de commandement des Israéliens. Et ça, beaucoup de médias occidentaux ont eu du mal à le dire, qui était intégré dans un centre de recherche également. Donc, à mon avis, Netanyahou fait du Trump, qui est son mentor, et Trump même et Netanyahou ne vont jamais frapper. Ils feront des frappes sporadiques, ciblées maximum, parce qu'ils ne frapperont jamais l'Iran au détriment en fait, de leurs alliés, des intérêts géopolitiques de l'écosystème du Proche-Orient, du Moyen-Orient autant pour moi. Et Netanyahou, c'est un va-t-en-guerre, c'est Trump qui le retient de temps à autre. Il n'est pas assez équipé pour défier l'Iran, parce que l'Iran a derrière lui aussi, qu'ils le disent ou non, et qu'on le comprenne tous ça, aussi, on va dans l'échiquier, oui. La Russie et la Chine, qui sont prêts à le seconder. L'Iran n'a pas peur de Netanyahou, et l'Iran va frapper Netanyahou directement si Trump, en parallèle des frappes qu'il va mener sur les porte-avions, sur les bases américaines dans les environs, et il va frapper Netanyahou. Ça, faut s'y attendre parce que il n'a pas le choix, tout simplement. C'est la seule chose qui pourrait faire reculer Trump, parce que l'Iran a un grief contre Netanyahou/Trump, dans la mesure où il y a 4 ans, si vous vous rappelez, ils avaient assassiné le général Qasem Soleimani, et ça, l'Iran a promis une vengeance qui n'a toujours pas réellement eu lieu. L'Iran a eu ses proxys décapités par l'armée israélienne, qui sont le Hezbollah, que vous savez, et les Houthis, quelque part, et l'Iran fournissait à tous ces proxys des éléments militaires pour attaquer en premier rideau militaire les États-Unis et Israël. Pour moi, Netanyahou fait du Trump. Mais ce que vous dites complique encore davantage le débat. Diego... C'était pas mon but. Oui, mais tous les spécialistes disent l'Iran, c'est pas un pays où il faut faire seulement des frappes ciblées et le faire plier. C'est pas possible. Tu vas gagner, au fond. C'est pas le Venezuela. Vous l'avez dit. Pour lequel j'ai beaucoup de respect. Ah oui, on est d'accord. Donc, si des frappes ciblées, comme dit Baran Diaye, ne règlent pas la question, il va falloir envisager une guerre totale. Et les mêmes spécialistes nous disent, ce qu'on voit là, dans le déploiement dans le Golfe Persique, ça coûte $300,000 par heure. Trump ne fait pas ça pour rien. De toute façon, il ira jusqu'au bout. La guerre est donc totale. Enfin, inévitable, je veux dire. Je ne sais pas. Tout cela est entre la décision de Donald Trump. Mais à la réalité des faits, c'est qu'on peut observer. S'il a déployé une armada importante aux côtes, justement, au niveau de l'Iran, c'est qu'il y a nécessairement un message à envoyer, soit à ses alliés, soit à ses rivaux, et encore plus à l'Iran.
moi, je considère tout simplement que, quel que soit le cas de figure, parce que toutes les La guerre va avoir lieu ou pas? Non, il est difficile aujourd'hui de pouvoir affirmer avec certitude que la guerre aura lieu. Et comme dans la psychologie du président américain, il est difficile de savoir finalement quelle est la décision qu'il prendra, parce qu'il peut, pour une raison ou une autre, revenir sur sa propre décision. Ça, on est habitué des faits. Mais ce que je considère important dans la stratégie, pour moi, déployée par Donald Trump au Moyen-Orient, notamment en annonçant toute l'armada de l'armée en Iran, je crois qu'il veut lancer un message, mettre la pression sur un certain nombre de ses alliés, mais surtout, mon frère de gauche l'a si bien signifié, Trump, géopolitiquement, dans cette zone, veut vraiment implémenter la puissance américaine. Je crois que, au-delà de ces aspects sécuritaires, économiques, il y a un autre aspect qui me paraît essentiel, c'est beaucoup plus ce que j'appelle un peu l'impuissance ou bien la puissance de la nostalgie américaine. Trump croit effectivement qu'après la Seconde Guerre mondiale, il est donc à la recherche de cette hégémonie qui est ici, en réalité les États-Unis sont dans une situation de décadence. Donc, il y a autant finalement d'éléments qui peuvent justifier telle position ou une autre. Mais ce qui est essentiel, et je crois que je rejoins un peu le point de vue de Jemaat Taleb, c'est que finalement, l'Iran, stratégiquement, n'est pas la même chose, sur le plan géopolitique, n'est pas la même chose. N'est pas la même chose. Mais il faut maintenant que nous puissions répondre à la question, si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout, c'est quoi le gain politique de ce qu'il fait? S'il doit retourner après chez lui, au fond, c'est pour gagner quoi? Il est puissant déjà dans la sous-région. Quand vous négociez, vous montrez les muscles. Mais négocier quoi? Quand vous négociez un assouplissement du régime iranien, une capitulation politique des Iraniens, faire peur au régime autour de l'Ayatollah Khamenei pour qu'il les livre et que la situation reste intacte et que lui obtienne un trophée de guerre, un peu comme il a obtenu au Venezuela. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs au Venezuela. Il a dominé, il a entouré le pays, encerclé le pays par une armada militaire, peut-être pas du même calibre ni du même niveau, mais il n'en a pas besoin, ils sont à côté. Et c'est parce qu'il l'a fait, semble-t-il, que les... C'est pour les beaux yeux des Iraniens? Non, du tout. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Revenez à la situation du Venezuela. Au Venezuela, il a encerclé le pays pendant plusieurs mois. Il a fait peur en interne, autour de l'entourage, dans l'entourage du président Maduro. C'est vrai. Et, semble-t-il, l'entourage l'a livré. Donc c'est pour impressionner les Iraniens. Est-ce que cette stratégie est possible dans cette zone-là? Pourquoi pas. Mais si vous me donnez la parole, je vais vous donner un autre avis, sauf si mon frère Barra veut dire un mot. Terminez. Les États-Unis dominent et manipulent le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai. Ils ont un dollar puissant, un système financier puissant, un système de circulation monétaire puissant, une armada militaire puissante. Mais ils fascinent aussi le monde par la beauté de leur démocratie, par la beauté de leur cinéma, de leur art, de leur culture. C'est tout ça à la fois. Démocratie, un peu moins maintenant. Mais on a pratiquement tous, en tout cas les gens de mon âge et de ma génération, quelque part admiré la beauté de la démocratie et du système américain, qui a ses failles, ses insuffisances, ses difficultés, mais on l'aime. Mais en même temps, on est toujours énervé par la toute-puissance. Les êtres humains, quels qu'ils soient, quand vous leur donnez beaucoup de pouvoir, Montesquieu vous le dira, ils en abusent. Et donc l'hubris, aujourd'hui, dans laquelle se trouve... C'est le titre de mon ouvrage. Voyez-vous, je me suis inspiré de cela. Et donc la puissance, donc la folie des êtres humains est aussi celle-là. Si vous tenez tête, ça marche. Figurez-vous, qui tient tête aujourd'hui au président Trump? 3 hommes. Le président Jinping. Xi Jinping. On peut comprendre pourquoi. C'est pour moi aujourd'hui probablement l'un des hommes d'État les plus qualifiés au monde, et incontestablement. Le deuxième, c'est Poutine. Ce que je vais dire là n'est pas très populaire. Il a incontestablement la stature d'un grand homme d'État. Je ne partage rien de ce qu'il a fait, évidemment, parce qu'une agression n'est jamais bien. Ukraine, mais incontestablement. Et puis le troisième qui lui a
tenu tête, figurez-vous, c'est celui qui en a le plus besoin. C'est le président Zelensky. On a oublié l'année dernière. Quand Zelensky est venu chez lui, alors qu'il avait besoin de lui, il ne s'est pas dégonflé. Il lui a tenu tête et il a refusé le dîner le soir même. Souvenez-vous de cela. Alors que, autant le président Jinping, le président Poutine n'ont pas besoin de lui, en tout cas pas du tout, autant le président Zelensky n'est rien sans lui et il lui a tenu tête. On ne peut pas dire la même chose de ceux qui se sont manifestés dans le bureau ovale. Et puis, les conséquences de tout cela, on va y revenir. Oui, bien sûr. Les conséquences, elles sont incontestablement pour les pays autour, mais elles sont aussi pour la puissance américaine. Vous savez, tous ceux qui font de la stratégie militaire, et je n'en fais pas partie, vous diront qu'une force n'est bonne que quand elle est dissuasive. Quand vous l'utilisez, elle n'est pas très bonne. Et puis, on va revenir aux 2 derniers exemples. J'en aurais fini là parce que je pense que j'ai été un peu long. Les 2 exemples de guerre américaine ces dernières années n'ont pas été un succès. 1000 milliards dépensés en Afghanistan. On voit le résultat. Oui. Une guerre qui est construite sur un mensonge en Irak. Ouais. On voit le résultat. 1 million de morts. Je ne vais même pas remonter Plus loin. C'est plus pas loin. nécessaire. Oui, C'est-à-dire que si je suis aussi le président des États-Unis, alors même que à l'époque, il avait des alliés européens qui sont tout de même des pays respectables, Tout à fait. qui ont une histoire, qui était la plus grande puissance et certaines coloniales de chez lui. À l'époque, le soutenait, l'appuyait. Il n'a que du mépris pour eux. Même quand ils sont venus en Afghanistan, souvenez-vous de ce qu'il a dit d'eux il y a 2 jours, qu'en gros, en Afghanistan, le rapport était inutile, c'est pas très gentil pour tous ces soldats européens qui sont morts. Exactement. Et donc, C'est très dans une intéressant. armada et dans une situation de main, ils ne seront peut-être même pas avec lui. Je sais très bien qu'ils ne font pas preuve, malheureusement pour eux, d'une grande idée d'eux-mêmes, ni d'une grande idée de leur pays, ni de leur histoire. Mais je me dis, les peuples d'Europe sont généralement capables de sursaut. Vont-ils le faire cette fois-ci? Je le souhaite en tout cas. J'aimerais quand même rappeler quelque chose avant la suite de cette émission. Et ça illustre sans doute la manipulation dont nous sommes tous l'objet de la part des Américains et dont parlait Jema Taleb. En juin dernier, Donald Trump, tout le monde s'en souvient, nous a dit que les Américains ont frappé et détruit tout l'arsenal nucléaire iranien. Et il ajoute, ça a tellement fonctionné, ça a tellement réussi qu'on n'est même plus obligé de faire une deuxième frappe. Ça, c'est ce qu'il avait dit le lendemain de... Donc, normalement, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, l'Iran n'a plus d'arsenal nucléaire. Normalement. C'est ce que le président américain nous a expliqué. En réalité, s'il n'a plus d'arsenal nucléaire, si l'Iran ne l'a plus, l'Iran n'est plus aussi forte qu'avant. Normalement. Donc, voilà, normalement. Donc, il n'y a pas lieu de montrer les muscles et d'aller taper sur lui. On va retenir essentiellement, c'est ce que vous sembliez nous dire, toutes ces démonstrations, c'est pour contraindre des dissidents, c'est pour renforcer des dissidences internes, pour éventuellement susciter un coup d'État interne, pour que ce qu'on a vu au Venezuela, effectivement, ait lieu aussi, qu'on le trahisse, le guide. Qu'on le trahisse, je pense que c'est une des voies, c'est une des pistes. Pour juste compléter la liste de ce que Maître Taleb disait tout à l'heure, Trump a peur de 4 personnes. J'en rajoute une 4e personne, c'est Kim Jong-un de Corée du Nord. Depuis qu'il sait que ce dernier a des missiles qui peuvent atteindre New York, Los Angeles, Las Vegas, il est allé le voir à sa frontière pour lui dire bonjour, lors de son premier mandat. Donc Trump respecte la force, menace, bombe le torse, si je peux me permettre l'expression. Il faut revenir juste pour comprendre que, à mon avis, Trump n'attaquera jamais de façon explosive l'Iran, parce que au moment de la guerre froide, des années 80 jusqu'à 88-90, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la guerre Iran-Irak. Les Américains, les Soviétiques derrière, chacun son poulain, si je peux me permettre. Alors, les Américains, pendant 8 ans, ont poussé, armé, assisté l'Irak. Ils n'ont pas eu une victoire. C'est resté au travers de la gorge. Après cela, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va faire une stratégie d'influence. On va utiliser le peuple. Mais il n'y a que le peuple iranien, à mon sens, qui peut changer le régime. Et c'est ce que le logiciel américain ne comprend toujours pas, à mon sens. Ils ont fait de leur mieux avec les récentes infiltrations de part et d'autre ces derniers temps, pour ces dernières manifestations des 2 semaines. Ça n'a pas... le régime n'est pas tombé. Les manifestations précédentes avec Maha Amini, la fille voilée que les services avaient, de leur contrôle très banal, tué malheureusement, rien ne s'est passé. Donc Trump s'est dit maintenant je vais mettre
l'USS Gerald Ford en Méditerranée, je vais l'envoyer, l'USS Abraham Lincoln, je vais les envoyer. On va renvoyer tout ce qui est navires de guerre, avions F-35, etc. Faire du show autour de tout ça. Mais l'Iran, c'est pas le mode de vie iranien, c'est pas le peuple iranien, c'est une civilisation. Quand on parle des États-Unis, on dit le mode de vie américain, c'est un mode de vie, c'est tout récent. L'Iran, c'est une civilisation millénaire, Maître l'a dit tout à l'heure. Et ce peuple croit en ses dirigeants, ce peuple croit en son système et en soi. Maintenant, le régime qui dirige actuellement n'arrange plus le mode de fonctionnement du peuple iranien parce qu'ils sont étouffés, ils ne sont pas ouverts, l'économie ne fonctionne pas, l'éducation c'est intra-iranien, mais n'empêche... En raison des sanctions aussi. Des sanctions. Ça fait des décennies de sanctions. Depuis 1979, des sanctions. C'est compliqué de faire fonctionner une économie on peut pas sanctionner sous ce régime. Voilà, exactement. On ne peut pas sanctionner un pays pendant 30 et quelques années et se dire « Ah, le peuple se révolte, je vais venir vous sauver. Je vais être votre sauveur. » Alors que c'était la conséquence de l'effet escompté, en fait. Absolument. Quand on était en train de leur mettre ces sanctions. Alors, juste pour finir sur cet aspect-là, l'Iran, à mon sens, va recevoir des frappes. L'Iran a des systèmes pour se défendre. L'Iran n'a pas une défense aérienne, on le sait, l'armée iranienne, mais ils ont des missiles qui peuvent faire du mal aux alliés des États-Unis. Missiles longue portée aussi. Exactement. Et les États-Unis ne s'aventureront jamais à cette guerre parce que si le Moyen-Orient part dans ce sens-là, c'est toute la sous-région, y compris l'Iran. Son dernier levier, ce sera le détroit d'Ormuz, comme on peut bien se l'imaginer. Où transite 20%. Exactement. Et les Américains ne laisseront jamais ce détroit bloqué par l'Iran. Steve Dieko, donc, ils éviteront la guerre. Vous avez raison de revenir sur la nature du régime et la gouvernance iranienne. Ne commettons pas une erreur dans cette émission, parce que les Iraniens de l'opposition qui nous suivent ne nous le pardonneront pas cela. Ne faisons pas comme si c'était minime leur souffrance, la souffrance des Iraniens. C'est très très important. Nous ne sommes pas en train de dire, le propos ce n'est pas de protéger, de défendre un régime, non. Le propos, c'est d'examiner, de faire le décryptage des rapports de force en présence et de comprendre les rivalités. C'est ce que nous essayons de faire. Oui, c'est important ça. Vous qui parlez beaucoup de démocratie, c'est important que vous insistiez sur ce point. Écoutez, moi je pense que, pour ne pas revenir sur ce que les autres ont dit, l'essentiel dans la stratégie américaine, elle est d'abord dissuasive. Le risque des États-Unis, on l'a rappelé, est grand dans cette guerre, si éventuellement les Américains décidaient à attaquer l'Iran. Puisqu'on l'a rappelé, il y a autour de l'Iran un certain nombre de pays qui, de ces conséquences, souffriraient directement de la situation. Il y a donc aussi une forme naturellement idéologique de pouvoir imposer son influence sur cette zone pour créer les conditions justement de répulsion finalement de certains alliés qui ont continué à avoir des intérêts économiques et politiques dans ce pays. Je crois, monsieur Togbeh, ce qui était intéressant, c'est que Trump, dans sa vision, c'est de créer justement les conditions de peur dans cette région et montrer effectivement que c'est lui qui viendrait sauver le peuple iranien dans cette situation. Oui. Mais c'est ça ce que vous venez de dire là aussi. C'est important, il faut compléter alors avec la question, si pas sympathie pour les Iraniens qui souffrent, si pas une sorte d'empathie pour les Iraniens qui souffrent, on doit envisager qu'ils se libèrent. Ils vont se libérer par contre, s'il n'y a pas d'intervention extérieure. Par contre, c'est là où il faut lever un certain nombre d'équipes. La première, c'est qu'il a dit il faut encadrer. Il y a un régime. Contesté à l'intérieur, c'est la liberté des Iraniens. Mais l'organisation ou la création d'une déstabilisation d'un régime, parce que Trump ou d'autres pays sont contre un régime, ça peut créer un autre fiasco. C'est cela. Et il le rappelait d'ailleurs. D'accord. Il le rappelait d'ailleurs en disant la conséquence, il y a des faits historiques qui sont là. Si on oublie l'extérieur, les Iraniens font comment? Écoutez, il y a des faits historiques qui sont là. Iran, Irak, où les Américains sont allés avec ce qu'on a appelé l'axe du mal pour créer les conditions justement de la démocratie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pour cela que nous disons tout simplement qu'il faut un cadre politique, diplomatique pour regarder ces questions qui pourraient envisager. Moi, je suis fondamentalement contre justement la force ou alors le propos est clair. tout ce qui est armement Votre propos pour pouvoir déstabiliser
n'est-ce pas, un pays. Parce qu'il faut regarder la souffrance des peuples. Dès lors qu'il y a une guerre, malheureusement, De toute façon, Gemal l'a dit, hein, le peuple souffre. Personne n'a jamais réussi à implanter la démocratie dans un pays avec des bombes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.